Bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Mohamed Lamine Ndiaye, docteur de l'Université Paris en Sorbonne. Je suis votre expert en biogaz. Je suis donc heureux de vous présenter ces technologies dans les vidéos qui vont suivre. Professionnellement, je suis directeur de la société Sustainable Business for All, ou développement durable pour tous, une société basée à Dakar. C'est une jeune société sous la forme actuelle, mais elle regroupe toutes les activités que nous avions dans nos sociétés antérieures, comme Tecogaz et C3E. L'équipe, dont moi-même, avons plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des grandes et petites installations de biogaz. Nous travaillons dans la sous-région, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, et nous avons un site web que vous pouvez consulter, www.sp2-4all.com. Dans ce module sur le biogaz, donc, je vais faire la présentation. Nous aborderons les points centraux suivants. Dans la première vidéo, je vais donner le contexte général du thème sur la méthanisation dont le biogaz est un des produits. Dans la vidéo numéro 2, vous découvrirez les technologies de base du biogaz et leur importance pour la transition énergétique. Dans la vidéo numéro 3 de ce module, je vous indiquerai tout ce que vous devez savoir sur les technologies du biodigesteur. La vidéo numéro 4 est consacrée à l'importance de l'entretien et de la maintenance. La vidéo numéro 5 va vous informer sur le digestat, qui est l'autre coproduit de la méthanisation. Et enfin, la vidéo numéro 6 abordera la question très intéressante du marché du biogaz. Je vous remercie. Bonjour à tous, nous allons commencer la présentation de notre facilitation en campant et plus précisément en mettant notre sujet qui est la méthanisation de façon générale dans un contexte général. Vous l'aurez compris que la méthanisation est un processus de valorisation des déchets. Nous parlons de déchets de façon générale et de déchets biomassiques, la biomasse étant l'ensemble des déchets organiques et non organiques. La valorisation donc de la biomasse passe par deux voies bien identifiées ou plusieurs voies bien identifiées. Il y a la voie thermique qui s'attaque plus souvent à la biomasse sèche et aux déchets non organiques. On entend par biomasse sèche le bois, entre autres, et les déchets non organiques, l'ensemble des autres substrats comme le plastique, le papier, les tissus, le verre, le métal, etc. Il s'agit donc de déchets qui sont intrinsèquement secs et qui ne peuvent pas se décomposer autrement que par une incinération ou par un mode de traitement beaucoup plus propre qu'on appelle la pyrolyse. Quant à l'autre partie de la biomasse, qui est la biomasse humide, elle est composée de déchets organiques de façon générale, et sa voie de valorisation est une voie biologique. Cette voie biologique se présente sous deux formes. Il y a une forme aérobique, donc en présence d'air. À ce moment-là, la matière se décompose en présence d'oxygène et va produire ce qu'on appelle du compost. Quant à la voie anaérobie qui nous intéresse précisément, donc ça se passe dans un contenant clos fermé, donc pas du tout accessible à l'air, nous sommes dans des conditions de méthanisation qui permet de produire du biogaz. C'est cette voie qui nous intéresse dans notre présentation. Le contenu de la facilitation, donc, je l'ai présenté dans la vidéo de démarrage. Nous allons toucher du doigt ce que c'est que le biogaz. Et une fois qu'on l'aura défini, nous allons essayer de décrire l'ensemble des voies de production du biogaz. Nous allons essayer de cerner également les processus de production du biogaz et surtout quels sont les substrats méthanisables. Tout à l'heure, j'ai parlé de substrats secs, donc de la biomasse sec. Il est évident
que ces substrats ne sont pas méthanisables. Et pourtant, ce sont des substrats organiques, mais leur taux de matière sèche est pratiquement à 100%, et donc ils ne vont pas se dégrader. En tout cas, pas dans les conditions que nous souhaitons. Une fois qu'on aura défini nos substrats, nous allons regarder quelles sont les technologies qui permettent de le faire en fonction des échelles, donc de leur taille, de leur mode de fonctionnement et des voies de production du biogaz, mais surtout comment les maintenir en bon état de marche et donc augmenter la durabilité de leur fonctionnement. Il reste évident que pour faire du biogaz, il y a des conditions à remplir. C'est ce que nous appelons les présuppositions importantes. Nous allons les toucher du doigt. Mais pourquoi nous faisons tout ça? Et à quelle fin? Est-ce pour nous-mêmes, c'est-à-dire en autoconsommation, ou est-ce qu'il y a d'autres marchés possibles pour que nous puissions créer de la valeur à partir de l'activité que nous sommes en train de développer? Donc, quel est le marché du biogaz? Il reste évident que même l'autoproduction est un marché, puisque ce sont des gains liés aux épargnes ou aux non-dépenses pour aller chercher ou du bois de feu ou pour d'autres types d'énergie. La méthanisation sortant un autre type de produit qu'on appelle un engrais naturel organique, donc nous allons toucher du doigt la fertilisation organique et également nous verrons quelle est son importance dans les process que nous sommes en train de développer. Quand on regarde le principe de la méthanisation de façon générale, ou quand on regarde le monde, on se rend compte que de façon objective, nous faisons face à beaucoup de défis, dont les plus ardus, les plus ténus sont entre autres l'accès à une énergie moderne en quantité, en qualité et à moindre coût. L'Afrique, ou le Sénégal en particulier, fait face à des défis énergétiques donc, mais aussi à des défis d'autosuffisance alimentaire. La pollution sous toutes ses formes, donc des défis de pollution. La satisfaction des besoins basiques, élémentaires, comme la santé, l'éducation, la mobilité, etc. Et tout ça dans un environnement où la croissance économique ou démographique est exponentielle pratiquement, ce qui multiplie encore les défis parce qu'il va falloir prendre en compte les besoins de populations beaucoup plus importantes. Mais les défis qui nous intéressent le plus, c'est surtout celles qui sont liées à nos pratiques anthropiques et qui ont un impact négatif sur notre environnement et qui se manifestent par des changements climatiques de façon générale. Donc on ne va pas aborder tous les défis parce qu'ils sont énormes, mais nous en avons choisi deux qui sont en fait une transition énergétique. Donc on va quitter un mode de consommation d'énergie fossile, polluante, vers des modes de consommation d'énergie plus propres, renouvelables à l'échelle humaine. Donc une transition énergétique parce qu'on quitte un état pour aller vers un autre état. Et l'autre transition, qui est le corollaire de cette transition énergétique, surtout dans les aspects qui nous intéressent, qui est la méthanisation, donc c'est une transition agroécologique. Et cette transition agroécologique se traduit par des pratiques agricoles durables dont la finalité n'est pas l'utilisation de produits chimiques, mais plutôt valoriser le substrat ou l'autre coproduit de la méthanisation, que sont les engrais naturels, pour arriver à produire des légumes, des fruits et légumes propres, disons bio. Et tout ça nous amène vers ce que nous appelons le développement durable. Et vous verrez que c'est le digesteur ou le biogaz ou la méthanisation de façon générale est au cœur de ce processus de transition énergétique et agroécologique, car il produit et de l'énergie et des biofertilisants. Et j'en arrive donc au développement durable.
dont le concept qu'il va falloir définir a été formalisé en 1987 à l'occasion des travaux de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement et dans le rapport Brundtland, qui du nom de la présidente de la Commission qui dirigeait les travaux sur ces notions de développement durable. Et ça a été défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Dans d'autres termes, et ça on le dit souvent, que la terre ne nous appartient pas, nous l'avons empruntée à nos enfants. Alors, lorsqu'on regarde justement ce développement durable, il est articulé autour d'une triangulaire, un triangle à 3 sommets, donc à 3 piliers, donc il y aura une dimension sociale, une dimension environnementale et une dimension économique. Et c'est l'imbrication ou l'implication de cet ensemble-là dans des conditions respectables qui feront qu'on parle d'une activité ou d'un développement durable. Sur le plan économique, où l'efficacité et la rentabilité sont recherchées, il va falloir trouver un juste équilibre entre profit et gestion durable de l'environnement. Sur le plan social ou sociétal, l'homme a une responsabilité. L'homme défini dans le sens général du terme, ça peut être une personne physique ou morale. Donc il va falloir rechercher à satisfaire les besoins essentiels des populations en réduisant les inégalités sociales et dans le respect des différences culturelles ou culturelles. Et quant aux aspects environnementaux ou environnementaux, ils vont nous renvoyer à notre responsabilité environnementale. Parce qu'il va falloir maintenir un équilibre entre l'écologie et l'impact que nos activités peuvent avoir sur le long terme pour ne pas qu'il y ait d'effets négatifs. Donc il s'agit, comme je disais tantôt, de concilier le progrès social et économique avec la sauvegarde de l'équilibre naturel de la planète. C'est l'enjeu majeur de ce début du XXIe siècle. Nous venons de finir la COP26 à Glasgow. Vous avez certainement entendu tout ce qui s'est dit là-bas. Et idem pour depuis la COP de Paris, de plus en plus, des actions low carbone sont recommandées un peu partout dans le monde. Le biogaz, sur le plan historique, n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé de toutes pièces. Pratiquement depuis l'aube des temps, le biogaz, sur le plan historique, existe. Il a été découvert vers le XVIIe siècle. On l'appelait communément les gaz des marais, parce que c'est autour des marécages que se dégageaient justement ces effluents qui provenaient de la décomposition de la matière organique qui tombait dans l'eau. L'Europe et l'Amérique du Nord s'y sont intéressés, excusez-moi, à partir du XIXe siècle. Et il a fallu attendre 1895 pour une utilisation beaucoup plus importante. Et là-dessus, l'Angleterre a été le pilier en utilisant du biogaz comme combustible pour l'éclairage public. Donc les lampes qui étaient utilisées pour l'éclairage public fonctionnaient au biogaz. À partir de 1936, les scientifiques se sont réellement intéressés sur comment fonctionnait, quel est le principe de fonctionnement de la production de biogaz, qui était derrière tout ça. On sait tous que ce sont des bactéries, donc des petites particules qui vivent dans des milieux aquatiques en général, et ces bactéries-là, qui sont responsables de la production du biogaz, ont fait l'objet de beaucoup de recherches scientifiques sur leur caractérisation. Et les premières unités de méthanisation, donc, ont été construites, c'est-à-dire dans les aspects industriels, à partir de 1959 à Mumbai, et ça c'était en Inde. Le biogaz s'est beaucoup répandu dans le monde. Et de plus en plus, nous savons que les pays qui ont le plus fort
unité des biogaz domestiques en marche, en état de marche, c'est la Chine et l'Inde. Ce sont les deux principaux pays en termes de biogaz domestique. Il est avéré qu'il y a plus de 700 000 biodigesteurs domestiques en état de marche en Chine. Et ils ont poussé la réglementation jusqu'à imposer l'utilisation de biodigesteurs dans toutes les fermes où on produit des porcs, donc des cochons. Et de façon générale, dans toutes les fermes. La Chine a un mode de fonctionnement qui, le biogaz est devenu un passage obligé pour valoriser les déchets organiques issus des fermes. Le monde scientifique a commencé à s'y intéresser avec tout ce qui est en train de se passer. Si j'ai parlé tantôt de transition énergétique, donc de plus en plus la recherche met sur le marché des technologies éprouvées, modernes, qui permet de produire de l'énergie propre à moindre coût et durable. Et tout ça dans le cadre de la recherche d'alternatives sur des ressources énergétiques finissantes, comme le pétrole et les énergies fossiles de façon générale. Sur le plan des ressources humaines, de plus en plus des filières de formation s'ouvrent. Nous sommes en train aujourd'hui de faire une formation, et c'est ce qui se passe dans les grandes écoles, dans les instituts et dans les centres de formation, où de plus en plus des filières dédiées à la méthanisation ou à la gestion des déchets sont ouvertes, alors qu'il y a quelques années, à parler de tout ça. Mais quels sont les enjeux de la méthanisation de façon générale? Ça fera l'objet de la prochaine vidéo que nous allons regarder ensemble. Merci beaucoup.